Confirmation de l'élection de William Ruto, avancée démocratique au Kenya. Ensuite, Guinée, procès du massacre du stade de Conakry, une mission de la CPI à Conakry pour faire l'état des lieux. Et puis au Royaume-Uni, Boris Johnson sautait Liz Truss pour affronter la crise. Notre invité en place, Maître Éric Emmanuel Sosa, avocat au barreau du Togo. Maître, bonjour, vous allez bien? Très bien, merci. La Cour suprême du Kenya a rejeté lundi 5 septembre le recours de l'opposant historique Raila Odinga, confirmant donc la victoire de l'ancien vice-président William Ruto à l'élection présidentielle du 9 août. Ça ne passe toujours pas, Maître Éric Emmanuel Sosa, pour Raila Odinga. Effectivement, ça ne passe toujours pas et je pense que cette fois-ci, c'est le last straw. Il n'y aura pas probablement d'autres occasions, puisque, vu son âge, je crois que au bout de la 5e fois, sauf résilience exceptionnelle, et on peut lui souhaiter aussi une longévité beaucoup plus grande pour qu'il puisse continuer à manifester cette ambition de devenir président de son pays. Mais bon, si on en fait une obsession et une fin en soi, à mon avis, à un moment donné, on fatigue tout le monde. Bon, donc je pense que aujourd'hui, la messe est dite. William Ruto est le président élu du Kenya. Bon, Raila Odinga a, de façon très républicaine et très civique, accepté la décision de la Cour suprême. Donc on va souhaiter bonne chance à William Ruto pour qu'il puisse mener le pays dans l'intérêt de tous les Kenyans. Maintenant, c'est la formation du gouvernement et les signaux qu'il va donner en direction de son opposition, ce qui est désormais son opposition, qui va nous éclairer sur la manière dont il entend gouverner le pays et le style de gouvernance qu'il va imprimer. Mais sinon, il n'est pas nouveau au pouvoir, hein. Il a été vice-président du pouvoir sortant. Donc il a déjà, disons, quelques ancrages dans le pouvoir et il a, disons, un bilan à faire valoir tout de même. Parce que s'il s'inscrit en négation totale de tout ce qui a été fait, il plaide contre lui-même. Il a été vice-président, que n'a-t-il pas inspiré une meilleure politique? Aujourd'hui, bon, il est au pouvoir, on va dire à nouveau, mais dans cette fois-ci le fauteuil du président, et il assume lui-même la responsabilité, et enfin, il assume toute la responsabilité politique de son action en totalité, ce qui n'était pas le cas avant. Mais maintenant, bon, il va alors, maître, on avait vu la sagesse de Raila Odinga quand il avait, au soir de la proclamation des élections, appelé ses partisans à être calmes. Alors, il va faire recours au niveau de la Cour suprême. C'est ce qui est fait. Est-ce que vous pensez qu'il urge aussi aujourd'hui d'appeler ses partisans au calme, puisque vous l'aviez dit, il a déjà accepté le verdict? Oui, mais que peuvent-ils faire d'autre? C'est pas maintenant qu'il va appeler au soulèvement. Non. Si à chaque fois que vous êtes un homme politique, vous choisissez vous-même le mode d'expression légal et démocratique de votre protestation. D'accord? Il y a une décision qui vous fait grief, vous l'attaquez, et que l'institution devant laquelle vous l'avez attaqué vous donne tort, alors vous appelez au soulèvement. Donc, à un moment donné, vous n'êtes plus en cohérence avec vos propres ambitions. Donc, on veut des hommes d'État dans le monde, en Afrique, qui savent respecter les principes du fonctionnement démocratique d'un État. Le fonctionnement démocratique d'un État implique aussi que les contentieux électoraux soient examinés par des instances dédiées à ce genre de dispute, on va dire. Et quand la dispute a été tranchée, il faut accepter la décision de celui qu'on a choisi, qu'on a suscité pour trancher le litige. Si uniquement c'est quand ça m'arrange que les juges sont bons, à ce moment-là, c'est l'anarchie totale. Alors, qu'est-ce qui a milité, si on peut le dire, en défaveur de l'opposant, Raila Odinga? Manque de preuves suffisantes ou quoi, Maître Éric Emmanuel Sosa? Oui, bon, alors, il y a eu des preuves avancées, mais la Cour a considéré qu'elles n'étaient pas probantes. Parce que la capacité probatoire de ces preuves était limitée et elle n'était pas de nature à remettre en question
disons, l'adéquation du résultat qui a été prononcé avec la logique du scrutin. Donc, du coup, la Cour s'est prononcée, elle a apprécié souverainement les éléments qui ont été soumis à son appréciation, et elle a dit, non, je ne suis pas convaincu par les preuves que vous avez fournies. Raila Odinga et son clan disent que la Cour n'a pas suffisamment examiné les preuves, elle n'a pas tiré certaines conséquences de certains faits qui lui ont été exposés. Sans doute, mais quand une Cour suprême se dit suffisamment éclairée et qu'elle a forgé sa religion sur la base d'éléments qui ont été débattus dans le cadre du procès, il n'y a pas lieu d'épiloguer outre mesure. On peut ressasser son chagrin, mais il n'y a pas lieu d'épiloguer outre mesure. Vous l'aviez dit, vous avez parlé de chagrin, ça fait la 5e fois qu'il participe à ces élections dans son pays. Alors, qu'est-ce qui a manqué véritablement à cet homme de 77 ans aujourd'hui, selon vous? Écoutez, ce qui a manqué, je crois, c'est aussi peut-être une certaine fatigue. Parce que quand c'est toujours les mêmes qui viennent, quel est le discours nouveau que Raila Odinga va proposer depuis les 4 autres fois et la 5e fois? On a l'impression que le disque a un peu rayé, ça ronronne un peu, c'est la raison pour laquelle ça ne prend plus. Il n'y a plus le même enthousiasme, l'électorat n'a plus cette appétence du changement qu'il a incarné à un moment donné. Donc on se rend compte aujourd'hui que, étant rallié au pouvoir sortant, Uhuru Kenyatta, il s'est retrouvé dans une position qui était finalement un peu ambiguë, politiquement illisible, parce que, étant l'opposant, enfin institutionnel, on va dire, au clan Kenyatta, il se retrouve aujourd'hui à en devenir l'allié objectif. Ça a brouillé un peu son image dans l'électorat, c'est la raison pour laquelle, le résultat est quand même ténu. On parle de quelque chose dans un mouchoir de poche entre 130 et 200 000 voix. Uniquement. Donc vous voyez que et en plus il y a la participation globale. Disons le taux de participation étant faible, avec en plus une marge aussi étroite. Il n'a pas si mal fait. C'est simplement, c'est la raison pour laquelle il a protesté, parce que les éléments, arithmétiques qu'il avait à faire valoir, c'était important quand on a une marge aussi étroite de défendre quand même le beefsteak, quoi. Alors, William Ruto, président, donc, il est parti de presque rien. Il vient d'une famille modeste pour devenir un grand homme riche ici, homme d'affaires, vice-président et maintenant président de la République. Il va sans doute inspirer des jeunes Kenyans et Africains. Oui, non, on l'espère. On espère qu'il va inspirer beaucoup de jeunes Kenyans et d'Africains. Mais moi, mon credo, c'est qu'il y ait des millionnaires ou multimilliardaires africains, mais à des niveaux encore plus élevés, et pas nécessairement qu'ils viennent en politique. Je veux dire, notre développement, vous voyez, les pays les plus développés ont été développés avec l'ingénierie des citoyens ordinaires qui, dans le domaine de l'économie générale, des médias, de la culture, ont créé des emplois, ont créé de la plus-value sociale et ont fait des choses exceptionnelles. Pas nécessairement des chefs d'État. Donc il ne faut pas que ça devienne « je vais m'enrichir pour devenir président ». Ce n'est pas le parcours le plus édifiant, quoi. Allez, on va donc quitter Nairobi pour Conakry en Guinée. Une mission de la Cour pénale internationale est arrivée lundi soir à Conakry en vue d'évaluer l'état des préparatifs du procès des auteurs présumés du massacre d'opposants au stade de Conakry. C'était le 28 septembre 2009. Maître, on va un peu rappeler l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé véritablement ce 28 septembre 2020? Mais c'était sous le règne de Dadis Camara. Il y avait une manifestation au stade du 28 septembre. Le 28 septembre, le stade porte ce nom parce que c'était le jour du fameux nom de Sékou Touré en 1958 à De Gaulle. Et dans cette enceinte
des gens sont venus protester contre des reculs des droits, des reculs de la démocratie. Et ils se sont fait massacrer dans un style très sanglant, parce que bon, là, quand même, la violence qui a eu lieu ce jour-là a surpris le monde entier. Et il s'en est suivi beaucoup de morts, 157, des viols de femmes, 109 victimes dénombrées au titre des viols. C'est abject, c'est la chose la plus abominable que l'histoire de la Guinée ait connue en forme de violence d'État. Et cette violence d'État n'est pas assumée par le pouvoir de Dadis Camara. Et c'est la raison pour laquelle il était bon qu'il lui soit fait procès. On espère qu'il sera présent pour répondre au moins de sa responsabilité en tant que chef d'État. Alors, vérifier l'état des lieux. Heureusement, Dadis Camara est maintenant à Conakry, après des années passées au Burkina Faso. Maître, comment va se faire le travail à Conakry? Nous espérons que l'organisation de ce procès se fera dans la sérénité, parce que le chef d'État, Mamadi Doumbouya, a instruit son ministre de la Justice pour que le procès se tienne dans des conditions satisfaisantes. On est en train de construire un bâtiment spécialement dédié pour accueillir ce procès. C'est une bonne chose, parce qu'on considère que le dispositif actuel dans le pays des tribunaux et cours n'est pas adéquat pour accueillir aussi bien les victimes, leurs conseils et les prévenus avec eux aussi accompagnés de leurs conseils. Donc on est en train de faire cela, et la chose a été vérifiée. L'état d'avancement est considéré comme satisfaisant, et les émissaires de la CPI qui y sont allés partent avec assurance et confiance que le procès se tiendra. Alors, on dit que l'instruction judiciaire s'est achevée, c'était en décembre 2017. D'ailleurs, Dadis Camara a toujours souhaité répondre à la justice de son pays, à la justice internationale. Déjà, avec cette mission, vous pensez qu'il sera interrogé à Conakry? On l'espère. Oui, enfin, je pense que ce procès n'aura pas de sens sans Dadis Camara. C'est-à-dire que tous les gens qui vont passer à la barre ne sont que des exécutants, des seconds couteaux. Et je pense que quand il y a une violence de cette nature, c'est une violence politique. Et la responsabilité politique doit être interpellée. Parce que, écoutez, si ce sont des corps habillés qui sont auteurs de ces violences, quelqu'un a dû leur donner l'ordre d'aller à cet endroit pour faire feu sur les manifestants. Quelqu'un a dû donner l'ordre. Si ce n'est pas le cas, pourquoi on ne les a pas immédiatement mis aux arrêts et sanctionnés? Vous comprenez? Ils étaient passibles de cour martiale s'il n'y avait pas eu, dans la chaîne de commandement, une responsabilité supérieure. C'est la raison pour laquelle je dis, il faut que le procès nous dise et nous apporte tous les éléments de vérité pour l'histoire. C'est important aussi. Alors pour Dadis Camara, il n'a pas donné d'ordre. Pourquoi sous Alpha Condé, par exemple, on n'a pas parlé de ce procès? Si, on en a beaucoup parlé. Alpha Condé a promis, au cours de son premier mandat, de faire ce procès. Il ne l'a pas fait, pour des raisons qui appartiennent à sa gouvernance, et l'histoire, là aussi, nous départira. Lui-même expliquera les insuffisances de son système qui ont amené à cette défaillance de la justice. Peut-être était-il otage des sécurocrates de son pays, parce qu'il avait peut-être peur, on peut rétrospectivement lui donner raison, qu'en appuyant sur ce bouton, il allait déchaîner contre lui l'ire de la Grande Muette. Ouais. Bon, aujourd'hui, celui qui est aux manettes est un membre des forces de défense et sécurité, et d'une unité qui est suspectée d'avoir été aussi responsable de ces massacres. Donc, bon, on va voir. Il a le courage, au moins, politique, de dire « Moi, je mets les choses directement sur la place publique, on en débat. » Voilà. Est-ce qu'à l'époque, Maître Éric Emmanuel Sosa, selon vous, certains seraient autour de Moussa Dadis Camara et qui souhaiteraient lui faire du mal en allant massacrer les gens au stade?
Ça, c'est un plan plutôt machiavélique dans lequel j'ai du mal à m'inscrire parce que je ne vois pas pourquoi pour faire du mal à Moussa Dadis Camara, on irait massacrer une centaine de personnes dans un stade alors que ces gens ne représentent aucun danger pour les institutions. Ils sont allés se réunir dans l'enceinte d'un stade, c'est-à-dire qu'ils n'occupent pas l'espace public. Bon, on peut considérer un stade comme un espace public, mais quand même, là, disons que c'est un espace public confiné. Alors, en étant dedans et en écoutant des discours, la harangue d'hommes politiques, ils ne représentent pas un danger pour les institutions et pour le pays. Alors, aller les massacrer, c'est rendre service ou agir contre Moussa Dadis Camara. Si c'était le cas, ils se sont plantés. Et Moussa Dadis Camara, en ne faisant rien contre ceux qui ont voulu lui nuire, a été aussi très mauvais. Il aurait dû, à ce moment-là, protester énergiquement en disant « je m'en lave les mains, je n'y suis pour rien ». Ceux qui l'ont fait, je les mets aux arrêts parce qu'ils ne peuvent pas s'inscrire au-dessus de la loi et commettre des actes criminels en se revendiquant de mérants et en réclamant l'impunité. Et il ne l'a pas fait. Donc, qui ne dit mot, consent, comme on dit. Alors, ce procès, selon vous, il représente quoi pour la Guinée actuelle et surtout pour le pouvoir de Mamadi Doumbouya, qui est d'ailleurs critiqué? Il représente beaucoup parce que là, au moins, disons, s'il ne s'est rien passé d'autre, le président Doumbouya aura été celui qui aura permis que ce procès se fasse. On l'a espéré beaucoup, aussi bien de Dadis Camara, et on va dire qu'il n'en a pas eu le temps parce que bon, en décembre qui a suivi, il a été victime d'un coup d'État. Ouais. Mais quand même, il s'est passé en Guinée quelque chose de grave et celui qui a permis que cette chose connaisse, disons, une analyse épistémologique, d'accord, factuelle, juridique, pour qu'on en tire les leçons pour l'histoire, aura fait une grande œuvre, nécessairement. Allez, on va quitter l'Afrique pour le vieux continent. En Grande-Bretagne, Liz Truss vient d'être élue à la tête du Parti conservateur britannique. L'actuel ministre des Affaires étrangères succède à l'un de ses mentors en politique, Boris Johnson. Elle a remporté face à Rishi Sunak grâce à une campagne inspirée par Margaret Thatcher. Alors, cette dame, elle représente quoi véritablement aujourd'hui sur l'échiquier politique de la Grande-Bretagne, selon vous? Mais elle représente ce que le Parti conservateur veut qu'elle représente. C'est-à-dire qu'elle n'est pas venue là pour ses beaux yeux, elle est venue là parce que son parti l'a retenu comme étant celui qui était le mieux à même de succéder à Boris Johnson. Il y a eu au sein du parti une sélection, puis un débat, une sélection et une élection. Elle a été élue, donc elle est au sein de son parti, reconnue comme celle qui est la plus à même de porter le flambeau et de représenter la politique conservatrice que les électeurs ont voulu imprimer en élisant, en donnant une majorité au Parti conservateur il y a 3 ans. Alors Boris Johnson est son mentor. Est-ce que c'est la continuité, nonobstant Maître Éric Emmanuel Sousa, les premiers mots qu'elle a eu à prononcer? Est-ce que c'est la continuité de ce que Boris Johnson a déjà fait? Oui, on ne ressent pas dans son discours, en tout cas inaugural, de dichotomie ou de différence fondamentale par rapport à ce qui était déjà fait par Boris Johnson. Vous l'avez dit, c'est son mentor. Alors, on ne vient pas comme ça déjuger son mentor publiquement. Donc non, pour l'instant, oui, c'est une continuité et peut-être même un durcissement conservateur. Alors, elle s'est inspirée, comme on l'a dit tout à l'heure, par la politique de Margaret Thatcher. Maître, est-ce qu'on peut revenir en arrière? Qu'est-ce que la dame-là, Margaret Thatcher, a pu faire aussi en Grande-Bretagne et qui puisse inspirer une dame telle que Liz Truss qui a 47 ans? Écoutez, souvenez-vous, Margaret Thatcher a été un chef d'État dont l'opinion a compté en Europe. Elle n'a pas été européiste. Elle a combattu l'Union européenne
Give my money back. C'était Margaret Thatcher qui réclamait à l'Europe de lui rembourser ses contributions parce qu'elle était en désaccord avec certaines politiques européennes. Maintenant, nous sommes dans une Angleterre post-Brexit. C'est-à-dire que aujourd'hui, elle est mandatée pour défendre, au nom de la souveraineté et de la continuité dont on parlait tout à l'heure, une Angleterre complètement affranchie des pesanteurs européennes, une Angleterre qui veut gagner sa place dans l'échiquier politique européen d'abord et mondial, une Angleterre qui veut que sa voix soit audible au-delà des frontières de l'Europe. Donc oui, il y aura de sa part, elle était quand même chef de la diplomatie avant, donc chef de la diplomatie à un moment où l'Europe est en guerre. Enfin, l'Europe est en guerre contre la Russie parce que, on va dire, l'Occident conceptuel est en guerre contre la Russie et Madame Truss sera un porte-voix important de l'Europe dans cette situation de belligérance en Europe, chose qui n'avait plus existé depuis longtemps. Une Angleterre également en pleine crise. Maître Éric Emmanuel Sousa, elle a du boulot à faire sur ce plan. Non seulement, oui, la crise, mais la crise est, disons, une conséquence de la guerre. Donc, en fait, elle est chargée de régler aussi bien les effets de la guerre que le problème de la guerre. Parce que cette guerre, elle est aujourd'hui, on voudrait nous l'imposer à tous. Hein. On nous somme de prendre position, on nous somme de dire si oui ou non on est pro-ukrainien ou pro-russe. Donc, bon, vous voyez, ce qui se met à l'œuvre est quand même assez remuant pour qu'on accorde beaucoup d'importance à ce que l'Angleterre va dire. Et je suis rassuré que ce soit l'ancienne chef de diplomatie de l'Angleterre qui prenne place au 10 Downing Street. Elle marque également l'histoire, maître troisième femme à être portée à ce poste dans son pays. Oui, bon, vous savez, ça c'est pour la presse people, honnêtement. Non, je veux pas. Vous savez, au nom de la parité, de tout ce qu'on veut, bon, d'accord, ok. Vous savez, Lao Tse a dit reconnais en toi le féminin, le masculin et adhère au féminin. Ça fait longtemps qu'on a adhéré au féminin. Mais il ne faut pas qu'à chaque fois qu'une femme vient au pouvoir, on ne regarde que sa féminité. Je préfère qu'on apprécie ses qualités intrinsèques au-delà de sa féminité. On n'en parle pas beaucoup. On nous dit que c'est la troisième femme. Ouais, bon, bientôt on va nous dire c'est la deuxième blonde. Non, ça va. Il faut pas monter trop en épingle cet aspect-là des choses. C'est la partie la moins reluisante de l'histoire. Bon, qu'elle est femme, ça c'est une chose, mais je ne retiens pas que c'est simplement parce qu'elle est femme. Elle a battu beaucoup d'hommes dans la sélection pour devenir Premier ministre. Ça, on n'en parle pas. Est-ce qu'en étant femme, elle peut vite résoudre les problèmes aussi? Il y a ce côté. Non. Mais en étant femme, ça ne vous donne pas des aptitudes exceptionnelles pour régler les problèmes politiques. Non, ça, il faut qu'on arrête ça. Ça, c'est... Non. C'est pour amuser la galerie. Oui. Elle est un homme... un homme politique, une femme politique, de carrure, capable, en temps de crise, de régler les problèmes auxquels l'Angleterre est confrontée. C'est la seule chose qui est intéressante. Voilà. Merci beaucoup à vous, Maître Éric Emmanuel Sousa. Avec vous, on a parlé du Kenya, confirmation de l'élection de William Ruto, avancée démocratique dans ce pays. On a également parlé de la Guinée-Conakry, procès du massacre du stade de Conakry, une mission de la Cour pénale internationale pour faire l'état des lieux. Et puis au Royaume-Uni, Boris Johnson sautait l'Istros pour affronter la crise. Infini merci à vous, Maître Éric Emmanuel Sousa. Merci encore. Allez, on marque la pause pour le journal. Et derrière, on reçoit nos invités pour Regard Croisé.